Alors, bonjour à tous. Bienvenue dans ce deuxième épisode de la saison 11 du Paris Machine Learning. Aujourd'hui, nous recevons Shuyang Xiang, qui est une ex-doctorante de l'Université de Paris 6 et qui est maintenant lead data scientist dans une startup technologique. Voilà. Donc aujourd'hui, Shiyang va nous parler de Shape Values. On va aller au-delà de la simple introduction aux Shape Values parce que Shiyang va nous parler de la Shape Values, mais sur des spécificités assez techniques qui vont nous permettre de compléter notre connaissance de cet indicateur. Voilà. Donc, on va dire que c'est une séance qui est dédiée au XAI, Explainable AI, étant donné que Shape Values, comme vous le savez certainement pour certains d'entre vous, figure dans la boîte à outils de l'Explainable XAI, Explainable AI. Voilà, donc je ne prends pas plus de temps. Xiyang va commencer. Ah oui, un dernier instant, juste pour dire qu'on va essayer de ne pas dépasser 1 heure, de façon à ce que vous puissiez vous organiser d'ores et déjà. À peu près 40-45 minutes de présentation de Xiyang, ensuite suivi du traditionnel question-réponse, de façon à ce que, grosso modo, aux environs de 8 heures, tout soit terminé. Voilà, Xiyang, c'est à toi. Merci Franck. Bonsoir à tous. Merci de votre présence. Du coup, je vais commencer à partager mon écran. Du coup, comme dit par Franck, aujourd'hui, je vais vous présenter quelques considérations de valeur Shape quand les futurs de modèles prédictifs sont soit corrélés, soit ont même des relations causalité entre eux. Alors, dans un premier temps, même si je pense que la plupart parmi vous sont déjà assez familières avec la valeur Shape, je vais quand même présenter qu'est-ce que c'est la valeur Shape au cas où. Alors, dans un premier temps, il faut noter que originalement, les valeurs Shape étaient inventées, rien à voir avec le machine learning, mais c'était comment dire, inventé par un mathématicien, Shapley, dans le cadre de la théorie de jeu. Alors, et originalement, les valeurs Shape ont été utilisées pour quantifier dans un jeu collaboratif à quel point chaque valeur ont contribué au résultat de jeu final. Et ça coûte rien de mentionner ici qu'il a obtenu le prix Nobel de l'année 50 grâce à cette théorie. Du coup, c'était en fait il n'y a pas très longtemps, en année 2017, que les chercheurs de machine learning ont remarqué le Shape value et ils ont décidé d'utiliser cette idée-là pour faire l'explainabilité de machine learning. Alors, c'est quoi explainabilité? Très vite fait, pour un modèle de machine learning, on a un input, on a un output. Assez souvent, ce qu'on fait, on jette les inputs dans le modèle, assez souvent assez compliqué, même un modèle de black box, et on a un output directement, et on ne sait pas vraiment qu'est-ce qui s'est passé, on ne sait pas pourquoi. Du coup, l'explainabilité et un cadre qui a essayé d'ouvrir cette black box pour comprendre qu'est-ce qui s'est passé, comprendre pourquoi. Revenons en Shape valure. Il a, dans un premier temps, quelques propriétés très cool. Par exemple, il est modèle agnostique, ça veut dire peu importe quel modèle vous avez, dès que vous avez un formulaire de output de modèle, vous pouvez l'utiliser pour calculer la valeur Shape de chaque futur sans problème. Et concrètement, pour une fonction ou un output de modèle machine learning F, la valeur Shape de futur I est donnée par le formulaire suivant. Quelques notations dans ce formulaire.
dans un premier temps, N est l'ensemble de tous les futurs et S est d'une sous-ensemble des futurs exclués, futurs I, on va considérer. Et on voit que la valeur de chape de futur I est en fait donnée comme un moyen de poids des différences entre la fonction sur sous-ensemble S et sous-ensemble S plus cette future I en considération. Alors, en pratique, on utilise les expériences conditionnelles pour calculer, ou on utilise plutôt le mot approximer parce que c'est jamais possible de calculer la valeur exacte en pratique, comme le calcul est assez coûteux. Je vais raconter ça juste après. Par exemple, si on veut calculer toujours la valeur de chape pour la future I, on va utiliser une sous-ensemble qui ne contient pas I, et après, le même sous-ensemble, mais cette fois-ci avec la future I. Et ensuite, ce qu'on va faire est calculer la différence de deux espérances conditionnelles et ensuite faire un moyen avec le poids. Si vous pensez que c'est la fin d'histoire, okay. Et si vous pensez que c'est la fin d'histoire, si vous pensez que parfait, on a déjà le formulaire, on peut faire tout ce qu'on veut, c'est trop tôt de dire ça. Parce que malheureusement, comme je vous ai dit tout à l'heure, en pratique, c'est super difficile à faire ces calculs. Dans un premier temps, si on va considérer tous les sous-ensembles de futurs pour calculer cette contribution marginale, il a une croissance exponentielle. Par exemple, si vous avez même seulement 20 futurs, il y a à peu près 20 puissance 20 sous-ensembles à évaluer. Ensuite, comme je vous ai montré tout à l'heure, il faut calculer toujours la différence entre deux expériences conditionnelles différentes. Et pour calculer ces expériences conditionnelles, il faut intégrer sur toute distribution qui est quasi impossible à obtenir dans la réalité. Du coup, on est obligé d'utiliser quelques façons de sampling pour approximer cette expérience conditionnelle. Et ça, il faut toujours introduire certaines hypothèses pour faire cette calcul. Et malheureusement, quand on fait ce genre d'hypothèses, par exemple, dans le kernel SHAP, on suppose que tous les futurs sont indépendants, qui est presque irréaliste dans la réalité. Et malheureusement, c'est tout vient certaines inaccuracies. Avant de continuer, je vais vous dire très vite fait. En pratique, quand on calcule la valeur de SHAP, on utilise ce qu'on utilise et des librairies Python de SHAP avec presque tout prêt. Voilà. Revenons un peu vers ma présentation. Comme je dis tout à l'heure, c'est quasi impossible de faire les expériences conditionnelles sans certaines hypothèses. Du coup, on va faire assez souvent l'hypothèse que tous les futurs sont indépendants, surtout dans le cas de kernel SHAP. Et malheureusement, quand on fait ce genre d'hypothèses, parfois loin de la réalité, on va introduire certaines choses pas très exactes. Et ça me ramène à mon premier topic aujourd'hui, la valeur SHAP quand les futurs sont corrélés. Alors, c'est quoi le problème? Comme cité dans ces livres, alors, comme pas mal de méthodes de permutation passées, la valeur SHAP a un gros problème quand les futurs sont corrélés. Pour simuler la marginalisation, quand les futurs sont dépendants, on va avoir les gros soucis. Alors,
je vais expliquer très vite fait c'est quoi permutation basée interpretation method. Ça veut dire tu estimes ou quantifier l'importance du futur en faisant le calcul ajoutant ou éliminant le futur en considération, comme ce qu'on a fait pour le SHAP. Alors, c'est pas encore très clair, je pense, quand j'ai dit ça. Et pour aller dans ce sujet un peu plus profond, je vous présente un petit case study qui s'appelle le churn rate. Alors, on va considérer maintenant un scénario dans un bâtiment de bureau et vous pouvez imaginer que les bureaux sont loués par les entreprises comme tenants. Et à chaque bout de temps, on a envie d'évaluer la probabilité que les tenants veulent cesser les bails. Alors, on suppose ici que la probabilité de tenant departure dépend de deux facteurs, deux variables, le taux d'occupation et le taux de problème reporté. Alors, ici, il y a une visualisation qui montre brièvement la relation entre le occupancy rate et churn rate, et aussi the reported problem rate et churn rate. Par exemple, si on regarde le taux d'occupation, on peut imaginer si le taux d'occupation est très très bas, ça veut dire quoi? Ça veut dire que personne ne veut utiliser ces bureaux-là. Du coup, ça veut dire peut-être il y a un risque très élevé parce que si les gens ne veulent pas venir au bureau, ça veut dire peut-être arrêter leur bail tout de suite. En revanche, si ils ont un taux d'occupation très élevé, ça veut dire peut-être l'espace sont trop utilisés, ils sont trop serrés pour eux. Du coup, ils pensent aussi à déménager. Similaire pour le taux de problème reporté. Alors, en réalité, ce qui se passe assez souvent est que le problème reporté sont fortement corrélés avec l'occupation. C'est très normal hein, parce que vous pouvez imaginer le plus de gens utilisant l'espace, le plus de problèmes il peut avoir et reporté. Et ici, on va supposer que le problème reporté est égal occupation carrée, qui n'est peut-être pas réaliste, mais c'est juste une hypothèse pour montrer la valeur SHAP tout à l'heure. OK. Et puis, comme je vous ai dit, on peut utiliser la librairie Python SHAP pour faire le calcul de SHAP valeur. Ce que je fais ici, le code essentiel est déjà ici. Dans un premier temps, on va tirer sampling 100 background data. Une remarque rapide ici est que même si vous ne faites pas ces samplings par défaut, ils vont juste utiliser 100 samplings par le livret de SHAP. Sinon, le calcul est très coûteux. Vous pouvez spécifier moins de samples, mais c'est moins accuracy. Mais sans rien faire, c'est toujours sans sample. Et on peut après créer un explainer. Comme j'ai dit tout à l'heure, la valeur SHAP est quelque chose de modèle agnostique. Ça veut dire, peu importe vos modèles sont linéaires ou l'arbre basé comme Random Forest, XGBoost ou même réseau neurone. Dès que vous avez des fonctions pour prédire une valeur depuis input, vous pouvez toujours utiliser la valeur SHAP. Et dès que vous avez une fonction de prédire et un background data, ici sans data point donné, vous pouvez toujours construire un explainer et cet explainer vous permet de calculer la valeur de SHAP sur n'importe quel data point que vous voulez. Bon, du coup, c'est ce que ces trois lignes de code ont fait. Alors ici, c'est une visualisation qui montre le moyen de SHAP value sur tous les data points calculés. Alors, je ne sais pas si je vous ai déjà dit, mais on aura une SHAP valeur sur une future. Du coup, si par exemple on a 20 data points,
20 data points, ça veut dire 20 points pour occupancy, 20 points pour problème reporté. Du coup, il y a 20 valeurs de chaque value pour occupancy rate, 20 valeurs de chaque value pour problème reporté. OK. Voilà, tout a l'air bien, mais si on va aller un tout petit peu dans le détail de ce calcul, on va regarder un seul data point qui est 0,8, 0,64. Bon, ici, je pense que vous vous souvenez, tout à l'heure, on a supposé que le taux d'occupation et le taux de problème rapporté avaient une relation carrée entre eux. Du coup, c'est un data point comme ça. Et si on utilise exactement le même code que tout à l'heure pour calculer chaque valeur sur le seul data point, on va obtenir le chaque value est égal ça et ça. Du coup, à peu près 0,1 et moins 0,03. Et le librairie de SHAP donne aussi une type de visualisation qui s'appelle force plot, et comme ici. Et j'explique un peu mieux cette force plot. Ici, au centre de cette plot, il y a un base value. Cette base value est rien d'autre que le moyen de fonction évaluée sur tous les data points. Du coup, tous les data points, ici, c'est le sans symbole on a tiré tout à l'heure comme background data. Et là, il y a la fonction ici, c'est la valeur de fonction sur le data point en considération. Et la partie rouge indiquait les futurs qui augmentent la prédiction à rapport de base value. Et en revanche, bleu indique le futur qui fait décroître la prédiction, du coup, tirer la fonction vers gauche. Et la longueur de ces deux barres représente rien d'autre, mais la valeur absolue de valeur SHAP. Du coup, on peut voir comme occupancy rate tire vers droite. Du coup, il a la signe positive. Et la valeur est à peu près la longueur de ça, qui est 0,1. Et le problème reporté est égal à moins 0,03. Alors, du coup, si on ajoute les deux valeurs de SHAP ensemble, plus les base values, on obtient rien d'autre que le fx sur ces data points. Mais est-ce que ces calculs est correct? Si on veut creuser un peu dedans, on peut calculer la valeur SHAP exacte à la main. Du coup, utilisant le formulaire de expérience conditionnelle tout à l'heure, on peut écrire explicitement la formulaire pour le futur 1, soit taux d'occupation, et la valeur SHAP pour futur 2, soit le taux de problème reporté avec comme ça et ça. Alors, pour calculer ça, il faut prendre en compte et il faut se souvenir toujours qu'il y a une relation corrélée entre x1 et x2. C'est quoi ça? C'est x2 est égal à x1 carré. Et du coup, dans cette forme-là, la deuxième et la troisième terme sont simples parce que la deuxième est rien d'autre que expérience sur tous les data points et la troisième est rien d'autre que la valeur f sur ces data points explicites. Il faut juste faire attention sur le premier et le dernier data point parce que quand on évaluait la fonction avec la condition x1 est égal à x1, c'est data point. La variable x2 ne peut pas varier librement sur tous les data points à cause de la relation corrélée entre eux. Ça veut dire, dès qu'on sait x1, à cause de cette relation carrée, x2 ne peut que prendre une valeur. Il n'a pas le droit de bouger librement.
Pareil pour ces points-là. Et similaire pour la valeur de Sharpe de deuxième futur. Finalement, si on calcule à la main, on peut obtenir que leur valeur de Sharpe est de valeur identique, qui vaut à peu près moins 0,04. Et si on va ajouter ces deux ensemble, plus la base value, on a vu tout à l'heure, il veut exactement la valeur de fonction sur ces data points. Maintenant, on pose la question, d'où vient cette différence? Et alors, rappelons que quand on fait le exact Sharpe, on a bien pris les dépendances de ces deux futurs en compte. Néanmoins, quand on fait chaque kernel, par défaut, il suppose que les futurs sont indépendants. Du coup, quand il fait évaluation de conditions d'expérience conditionnelle, il ne prend pas leur relation corrélée dedans. Il va juste supposer que la variable tu veux est égale à certaines valeurs et en même temps, il laisse d'autres variables à bouger librement sur tous les data points. Il fait toutes les combinaisons possibles. Du coup, il n'y a rien qui permet de limiter ces comportements. C'est d'où vient cette différence. Alors, en réel, il y a quand même certaines solutions qu'on peut utiliser pour éviter ce genre de problème. Par exemple, si heureusement vos modèles sont tree-based. Tree-based, ça veut dire c'est des modèles construits avec la structure de tree. Par exemple, le decision tree ou plus compliqué, une forêt ou XGBoost. Il y a un paramètre dans le librairie de Sharpe qui s'appelle Feature Perturbation. Si on met ça comme interventionnel, qui est déjà la valeur par défaut, vous pouvez bien prendre en compte de la dépendance de futur. Et normalement, avec cette variable, vous pouvez faire un calcul assez précis, assez exact. Il y a d'autres papiers, j'ai lu un peu, qui proposent la solution pour généraliser le calcul de kernel Sharpe en considérant les dépendances entre le futur au lieu de mal évaluer l'expérience conditionnelle. Par exemple, il y a une méthode qui suppose que les vecteurs de futur suivent une distribution gaussienne multivariée. Et basé sur ça, on peut faire un beaucoup meilleur sampling et générer des samples avec les dépendances dedans. Mais malheureusement, c'est aussi une autre hypothèse. Il a introduit une autre hypothèse. Du coup, parfois, c'est pas réaliste. Et pour moi, la meilleure solution pour éviter ce genre de problème est en fait de faire un tout petit peu de future engineering en avance avant d'entraîner les modèles. Au lieu d'utiliser les futurs corrélés dans un modèle, on peut toujours faire un peu d'analyse avant pour soit déduire un peu la dimension, soit construire un pipeline qui peut sélectionner ou combiner des futurs corrélés en avance. Comme ça, le input de ton modèle a déjà pas trop de corrélation. Du coup, ça évite l'explainabilité, va expliquer des choses corrélées. Voilà. Voilà, voici la fin de mon premier topic. Alors maintenant, on va aller dans la deuxième partie de ce soir qui concerne les futurs quand ils ont des relations causalité entre eux. Alors, même si ces années, il y a pas mal de développement à rapport des premières versions de Sharpe Value Framework, la structure causalité est toujours un petit souci.
parce que il peut causer parfois les fausses décisions ou faire les mauvaises décisions quand on veut comprendre une future. Petit exemple ici, tu peux considérer que quelqu'un va demander un prêt de la banque et bien sûr, on va étudier son dossier. Bon, on va simplifier l'histoire ici, hein. On suppose que on va juste considérer sa seniorité et son salaire. Et chaque value nous a dit que hey, sa seniorité et son salaire ont tous très très importants, contribuaient bien à sa réussite pour la prête. Néanmoins, il faut remarquer que la seniorité peut être une cause de salaire. Et puis peut-être il y a une partie de l'importance du futur attribuée à celle-là qui doit pas appartenir au salaire. Peut-être c'était causé par la seniorité. Néanmoins, comme dans le cadre original de chaque valeur, c'était pas très considéré cette relation de causalité. Du coup, on a plus ou moins ignoré une partie de l'importance de seniorité. Voilà. Alors, un cas d'étude très intéressant à rapport de PANDAS. Voilà, PANDAS. Ici, on va considérer un modèle Inception. C'est un modèle qui fait, c'est un classifier qui prend input de images et qui prédit la probabilité de l'appel de cette image. Inclut les pandas, les grenouilles, voilà. Ici, on prend 5 images de pandas et ce qu'on va faire, c'est de calculer la valeur de chaque pixel pour regarder quels sont les pixels qui contribuent le plus aux prédictions finales. Alors, il y a un bout de code ici, mais si vous regardez, il n'y a pas vraiment grande différence que ce que j'ai créé tout à l'heure pour l'histoire de probabilité de ça, les bails. Il a fait rien d'autre que calculer la valeur chaque valeur et distribuer chaque valeur de chaque valeur chape une couleur et masquer l'image originale avec les couleurs. Du coup, selon les différentes couleurs des pixels, on peut voir leur importance pour le résultat final. Voilà. Ce qui nous rend plus les pandas, parce qu'ils sont les pandas, on sait déjà, ils n'ont rien à voir avec des black bear, machin. Alors, ça a l'air à peu près correct si on jette un coup d'œil bref, parce qu'il y a des oreilles, et des pieds, les ventres qui sont les pixels importants pour dire c'est un panda. Néanmoins, si on prend un deuxième coup d'œil, on va remarquer qu'il y a quelques petits soucis. Par exemple, dans ces deux images-là, il y a certains pixels qui n'ont rien à voir à Panta, qui ont les couleurs assez foncées, même les mêmes couleurs que les oreilles et les yeux. Et par exemple, ici, vous voyez, ici, il y a un peu de rouge. C'est considéré comme des choses quand même un peu importantes. Mais en fait, si vous regardez ici, il n'y a rien à voir à la Panta, c'est pas du tout le corps de Panta, c'est juste les bambous. Pour expliquer ces phénomènes, c'est très facile d'imaginer. C'est comme les panthères sont toujours en train de manger des bambous. Et c'est très normal qu'à côté de leur corps ou sur leur corps, les bambous vont apparaître. Du coup, on se pose la question, est-ce que ça fait vraiment sens de contribuer l'importance de futur au bambou, mais pas à les pixels qui ont causé l'apparence de bambou? Bref, ce genre de problèmes ont apparu tout simplement parce qu'on a plus ou moins une ignorance des relations causalité entre les futurs. Et il y a une proposition pour résoudre ce genre de problème, qui s'appelle Closure Sharp Values.
Et au lieu de calculer la différence entre deux expériences conditionnelles, il a remplacé cette expérience conditionnelle par quelque chose qui a l'air un peu bizarre, comme ça. Et ça, on s'appelle quelque chose qui s'appelle dual calculus. Alors, c'est quoi dual calculus? Très vite fait, c'était introduit dans le modèle causal qui représente une relation cause et l'effet. Et ce dual calculus fait rien d'autre que quelque chose comme intervention. Du coup, on pose cette question, qu'est-ce qui va se passer à Y si j'interviens sur X? Du coup, la probabilité de ce truc-là est égale, enfin, ça veut dire la probabilité de Y si on force la variable X est égale à une valeur fixée. Bon, si c'est pas encore facile à comprendre, on va regarder un tout petit peu la différence entre la probabilité conditionnelle et dual calculus, qui s'appelle aussi probabilité interventionnelle. Alors, dans un premier temps, comme on sait tous, la probabilité conditionnelle a montré que la probabilité qu'un événement Y se passe quand un autre événement X s'est déjà passé, sans hypothèse du tout de causalité entre les deux événements. Néanmoins, le dual calculus, aussi probabilité interventionnelle, montrait à quel point l'événement Y va se passer si la variable X était forcée être égale à certaines valeurs. Bon, c'est quoi la différence entre eux? En exemple ici, on peut imaginer X est égal, il est en train de pleuvoir, et Y ici est égal, les gens vont amener les parapluies. Alors, on peut imaginer que normalement, les gens vont prendre leur parapluie si il est en train de pleuvoir. Néanmoins, il y a aussi des gens qui ramènent leur parapluie avec eux, pas parce qu'il est en train de pleuvoir. Ça n'a rien à voir avec les deux. Il y a les gens qui aiment juste ramener leur parapluie avec eux, peu importe quelle raison. Rien à voir avec la pluie. Du coup, on peut imaginer que la probabilité de parapluie sur la condition de pluie est plus grande que la probabilité interventionnelle de parapluie quand je force la pluie. Okay? Parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a toujours les gens qui aiment bien prendre le parapluie, peu importe il est en train de pleuvoir ou pas. Revenons un peu maintenant à Koszul-Shapley-Wallis. J'ai un exemple assez ennuyeux ici. On peut considérer une fonction ici qui est rien d'autre qu'une combinaison linéaire de trois variables, x1, 2, 3. Et on suppose aussi qu'ils ont des relations de causalité comme ça. x1 est la cause de x2, x2 est la cause de y, x3 est la cause de y aussi, mais x3 n'a pas vraiment une cause. Ils ont aussi quelques expériences ici. Dans un premier temps, c'est très facile de calculer la valeur Sharpe de tous les futurs. Comme c'est une fonction linéaire, il ne veut rien d'autre que la coefficient linéaire fois la future lui-même, plus moins une constante. Néanmoins, si on revient un tout petit peu à la définition de Koszul-Shapley-Wallis, on va obtenir la valeur Sharpe causale de x1 et x2 un tout petit peu différent que Sharpe direct. On a remarqué qu'il y a une partie de choses qui ont rajouté à phi1, une partie de choses qui a été enlevée depuis phi2. Et ça, on peut les comprendre comme une partie redistribuée à x1 parce qu'il est la cause de x2. C'est en fait la fête, il a causé x2
qui lui a donné cette importance un peu plus que X2. Vous pouvez imaginer comme c'est à cause de... Vous pouvez imaginer que la fête qu'il y a cette partie et le ventre de bambou a ramené la fête qu'ici il y a un peu de bambou. Du coup, on peut imaginer que dans le cas avant, une partie de leur chape doit être distribuée vers le pixel de ventre depuis les bambous. Alors, la mauvaise nouvelle est qu'il y a quand même des limitations de crochet chape valus. En général, on ne peut jamais avoir une très bonne estimation de calcul parce que les visualisations ou des relations de causalité est assez difficile à obtenir dans la réalité. Quand on regarde n'importe quelle donnée dans la réalité, sauf on fait l'expérience sans arrêt pour contrôler une variable, regarde si une autre chose va se passer, c'est très très difficile de déterminer la relation de causalité entre les futurs. Du coup, avec l'absence de ça, c'est presque impossible de faire les très bons doux calculus. Du coup, presque impossible de distribuer proprement les importances futures avec la relation causalité. Néanmoins, ça nous permet quand même à beaucoup mieux comprendre le modèle, même s'il y a juste une partie d'information causale disponible. Voilà. Et j'en fais 40 minutes déjà, c'est la fin de ma présentation. Merci de me suivre jusqu'à là. Merci. Hop. Alors, merci Xiang. Hop, hop, hop. Je regarde dans le chat. Y a-t-il des questions? Non, je ne vois pas de questions dans le chat. Alors, pour commencer, moi, je vais en poser une, un peu naïve. J'avais deux questions. La question la plus naïve, c'est la suivante. Ça concerne les images. Tu as dit que le shape value, donc les pixels chauds, si je puis dire, ce sont les pixels rouges, si j'ai bien compris. Ouais. Mais il y avait aussi les pixels bleus, et je ne sais pas, j'ai peut-être eu une faute d'attention à ce moment-là, et du coup, je ne suis pas certain de ce que signifient les pixels bleus. En fait, je pense que rouge et bleu sont tous la chape valeur. C'est juste, Oui, ils sont distribués en valeurs différentes. Je pense que bleu est important, mais un peu moins important que rouge. d'accord. Ah oui, je suis bête, mais ok, du coup, je viens de comprendre. C'est le même graphe que les Ouais, petits bâtonnets, en fait, mais sauf que là, c'est distribué sur des pixels. c'est ça, ouais. Ok, bah tant mieux, j'ai compris quelque chose, du coup, super. Euh, Pas d'autres questions? Non? Toujours pas Éventuellement, d'autres si. questions dans le chat? Si? Vous m'entendez Ah, là? oh, bah, allez-y. Ok. D'abord, merci beaucoup pour la présentation. Ça m'intéresse bigrement en ce moment. Deux questions. La première, c'est, on a dit qu'idéalement, il faut que les features soient indépendantes. Or, dans les Ouais. pandas, il n'y a rien qui ressemble plus à un pixel blanc du ventre du panda que le pixel blanc d'à côté. Donc, moi, les pixels du panda dans une image me paraissent très, très corrélés les unes aux autres. Et je me demande dans quelle mesure l'analyse d'image, elle répond aux besoins d'indépendance des features. Mais Ah, peut-être que ma question est idiote. j'ai pas vraiment étudié ça, Ok. Et malheureusement. la deuxième question, c'est je peux, avec les Shapley Value, identifier une contribution de chaque feature à une variable cible. Maintenant, est-ce que je pourrais me permettre d'identifier si j'avais envie d'augmenter ma prédiction, qui peut être une performance, qui peut être. Est-ce que mon calcul de Shapley Value peut me permettre de m'indiquer est-ce que j'ai plutôt intérêt à augmenter cette feature ou à la réduire si je voulais avoir une prédiction augmentée? Bien sûr. Justement, c'est une partie de l'utilisation de SHAP.
Si vous avez vu quelque chose qui peut augmenter la prédiction et avec une valeur absolue assez grande, augmente-le. Oui, d'accord. Ok. Une espèce de coefficient d'élasticité en quelque sorte. Ouais. D'accord. Ouais, et assez utile dans le decision making in business, surtout. Une troisième, et après je m'arrête. Est-ce qu'il y a un package Python privilégié pour l'utiliser? Est-ce que, je n'ai pas encore regardé récemment, mais est-ce qu'ils sont tous Bien sûr. équivalents ou est-ce qu'avec le causal Shapley Value, il y a des packages récents qui sont plus intéressants que d'autres? C'était intégré déjà dans le livret de SHAP général. Ok. Euh, il y a un paramètre qui permet de forcer cette causalité. D'accord. Merci. Alors, je vais lire la question du chat. C'est bien, ce sera en relation avec ma question, parce que au moment où tu as parlé du PCA, j'avais une question sur les PCA et je vois dans le chat aussi que quelqu'un a aussi mis une question sur les PCA. Mais je me suis dit, est-ce que le chap de X est égal à chap de parenthèse PCA parenthèse de X? Et quelqu'un dans le chat a une question à peu près similaire qui est comment faire pour conjuguer PCA et Chap, pardon. On distribue les valeurs de Shapley sur les features de départ en fonction des coefficients de la PCA. Point d'interrogation. Malheureusement, malheureusement, il n'y a pas vraiment des méthodes pour recalculer les futurs départs. Dès que la dimension est déduite, la chapelet sont calculées sur les dimensions déduites. Du coup, il y a toujours un trade-off dans le vrai cas pratique. Si tu veux quelque chose exact, tu perds une partie de explainabilité précise, explicite. Mais si tu veux quelque chose assez explicite, quelque chose humain compréhensible, tu vas un peu dans la accuracy. Voilà. Du D'accord. coup, cette équation n'est pas vraiment correcte. Mais du coup, est-ce que c'est cohérent de... non, le terme cohérent est mal choisi. Est-ce que c'est équivalent? Il y a une équivalence stricte entre au moment de l'interprétation du chap qui a été fait sur les PCA, on va pouvoir interpréter comme ça en passant, en faisant ce changement, une fois sur chap sur PCA et l'autre fois chap sur X? Oui, Je ne pense pas. d'accord, Il n'y a pas grand-chose on peut faire. Dès que PCA sont faits, c'est fait. d'accord. Ouais. Ok, ok, ok. Oui, derrière, il faudrait faire des maths. Le chap sur le PCA, c'est pas équivalent, évidemment. Mais je me C'est ça. demandais comment est-ce que ça va. Mais ok. Ouais. Mais par contre, les Imagine, PCA, ouais. oui, Imagine, tu as deux futurs, tu l'as combiné comme un seul. Du coup, la oui. valeur de chape a été calculée sur cette future combinée. J'ai utilisé ces mots-là. Et après, c'est pas possible de reséparer comme les deux pour redonner les deux originales. Oui, c'est bien ça. Oui, oui, Voilà. oui, c'est ce que j'avais pensé intuitivement. Tout à fait. Mais par contre, si j'ai bien compris, étant donné que la PCA, par nature, les vecteurs sont orthogonaux, ça Hmm, résout le problème ouais, de, le premier problème que tu avais évoqué, les vecteurs collinéaires, quoi. Ok. ouais. Ok, ok. Alors, il est 8h moins le quart. Y a-t-il d'autres... alors, Kevin nous demande, il y a un papier de référence sur les probas interventionnels. Waouh, ouais, ça, c'est pas évident. Probabilité interventionnelle. Il y en a. Oui. De toute façon, si tu la passes sous la main, c'est pas grave parce que au moment où je mettrai la vidéo sur YouTube, on mettra tous les liens. Mais Ok. par contre, si tu l'as sous la main, oui, vas-y, hein, si tu l'as sous la main. Sans que ça te... Ok, parfait. Doux calculus. Ouais, c'est... Personnellement, je ne connaissais pas ce doux calculus.
Alors, une question assez technique. J'espère que ça va te parler. Euh, donc, pour valider la conversation du Shape Value, je comprends qu'il y a deux manières de faire, soit appliquer, donc, premier point, soit appliquer Shape sur un modèle causal, exemple réseau bayésien, ou alors appliquer causal Shape sur un modèle non causal, auquel cas il s'occupe lui-même de créer le DAG. Est-ce bien ça? Alors, moi, j'ai pas beaucoup de lecture sur de faire les chapes causales sur un réseau bayésien, mais Si jamais je peux simplifier ma oui, question, oui, juste Oui, vas-y. l'idée c'est que de base on est en train de faire un causal shape, donc on essaye d'appliquer, de ce que je comprends, on essaie d'appliquer un shape sur un modèle du coup de base non causal, ouais, du coup, puisque on n'a pas de DAG, et c'est ce qu'on est en train de dire, c'est un peu la problématique, et que apparemment tu viens de dire que le package shape intègre ça, ouais, donc j'imagine. Peut-être que je me trompe, j'imagine que le behavior de base du package est de lui-même se débrouiller pour créer un DAG et du coup essayer de réestimer cette fameuse importance causale pour diminuer la valeur de Chaplet. Mais sinon, la bonne manière de faire, entre guillemets, ce serait directement utiliser un modèle causal. Donc, par exemple, un réseau bayésien, tu as directement un DAG, tout se passe sur un DAG, donc a priori, il ouais. n'y a pas de. Moi. Est-ce que c'est D'accord. bien ça? Justement, je viens de dire que pour faire le shape causal, on utilise un DAG. Et je ne connais pas vraiment d'autres méthodes plus précises pour faire le shape causal. Ouais, mais du coup, c'est le package qui s'occupe de le faire Ouais, c'est le package qui s'occupe de le faire. et pas le modèle. Très bien. Non, D'accord. ouais, ouais, tout à fait. Ok, ok. Ok, je vois qu'il y a des références à. Alors, je ne sais pas comment on prononce, je ne veux pas écorcher le prénom. On va dire Pearl. Voilà. Oui, c'est vraiment la référence un peu incontournable sur tout Ouais. ce qui est causalité. Vous avez certainement, pour beaucoup d'entre vous, entendu parler de. Donc, merci Denis pour effectivement cette référence. Et ok, Book of Why. Ouais, Ouais, il a écrit un livre. Il a écrit un livre avec le titre The Book of Why. d'accord. Bien précis, comment calculer, comment faire tous ces deux calculus, avec plein d'exemples assez intéressants. D'accord. J'invite à lire, assez légère, écrit par les non-mathématiciens. Ok. Oui, ça, c'est la référence incontournable sur le sujet, tout à fait. Ok, ben écoutez, si c'était tout à fait intéressant, s'il n'y a pas d'autres questions, on va conclure, hein. On avait dit que, évidemment, c'est toujours intéressant si on peut faire des réunions bien concentrées, où on se concentre, etc. Et ça dure pas trop longtemps. Donc c'est parfait, on n'a pas débordé et on est donc plutôt content. Donc, Xiyang, il me reste à te remercier pour ce talk Merci tout à à fait tous. intéressant. Donc, je ferai un très léger montage de façon à pouvoir mettre ça sur le YouTube le plus rapidement possible, avec toutes les références qui vont accompagner cette vidéo que tu me suggéreras et que je mettrai. Voilà. Ensuite, juste une seule annonce très, très rapide. Je ferai un petit topo jeudi sur le lunch hour, c'est-à-dire le jeudi de 12h30 de mémoire, 12h30, 13h30. Pareil, je ne déborderai pas plus qu'une heure. Et sera une façon de rebondir sur l'actualité. Vous savez comme moi que l'intelligence artificielle et en particulier l'apprentissage profond, deep learning, réseau de neurones,
pour faire bref, a été doublement récompensé il y a peu. Le premier point a été récompensé par le Nobel de physique et ensuite, quelques jours après, on en a remis une couche avec le Nobel de médecine. Voilà. Médecine ou chimie d'ailleurs, je ne sais plus, mais ça correspondait à évidemment la découverte de AlphaFold pour les travaux de DeepMind. Donc, en ce qui concerne les réseaux, les Hopfield NobelNet, on va les appeler comme ça hein, dorénavant, donc je ferai un petit point très rapide. Je n'ai pas la prétention d'être un spécialiste des Hopfield NobelNet, mais je ferai un petit point pour ceux qui ne connaissent pas du tout ces Hopfield, ces réseaux, de façon à pouvoir savoir de quoi est-ce qu'ils retournent et comment les calculer, à quoi ça sert, comment est-ce que l'on peut s'en servir et ainsi de suite. Des questions assez basiques, voilà, le tout en 1 heure avec quelques exemples d'applications. Voilà, d'accord? Donc ça, ce sera jeudi à 12h30. Voilà, c'est tout. Tu veux dire qu'elle a ajouté quelque chose, Xiyang? Non? Rien de particulier? Non, merci à tous. Ok, ça marche. Merci. Eh bien, ce sera le mot de la fin. Bonne soirée à tous et à très bientôt. Bonne soirée. Bonne soirée.